Alors, au 22e Mondial des métiers, on reçoit aujourd'hui Sébastien et Gwendal pour nous parler des métiers du papier et du carton. Bonjour. 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 Alors, Sébastien, vous venez de l'ESEPAC, on est bien d'accord? C'est ça, oui. Et Gwendal de Grenoble INP Pagora. J'ai bien tout dit? Tout ce qu'il fallait? Alors, vous allez nous expliquer exactement ce que c'est. D'abord, Gwendal, INP Pagora, c'est quoi? Alors Grenoble INP Pagora, c'est une des 6 écoles d'ingénieurs du groupe Grenoble INP. Donc nous, on est dans une filière papier, communication imprimée et biomatériaux. Alors c'est ce qu'on appelle imprimeur, non? Ou c'est plus compliqué que ça? Alors il y a de tout, il y a 2 options en deuxième année qui est plus papier et biomatériaux et une autre option qui est tout ce qui est impression effectivement, mais aussi impression 3D, impression électronique imprimée. Et tu es rentré dans l'école il y a combien de temps? Alors moi c'est ma deuxième année après une prépa. Qu'est-ce qui fait qu'au départ on se dit je veux travailler dans les métiers du papier et du carton? C'est venu par hasard ou c'était une envie depuis longtemps? Il y a plusieurs choses. C'est venu un peu par hasard pendant la prépa où on m'a présenté l'école lors d'un forum où je me suis dit que ça m'intéressait et donc j'ai essayé de voir si je pouvais la rejoindre à la sortie. Alors comment on fait pour la rejoindre? Alors il y a plusieurs méthodes, soit en passant par une prépa, donc n'importe laquelle, et après en fonction des résultats au concours on peut y aller ou non, soit en passant par une IUT, BTS ou DUT qui a un lien avec les matières de l'école, par exemple tout ce qui est matériaux ou impression. Et maintenant tu as une idée du métier précis que tu veux faire ou tu as encore des ouvertures en te disant j'attends un peu de voir quel métier de spécialisation je vais me faire? J'ai une idée un peu réduite par rapport en entrant à l'école. Je sais qu'il y a plusieurs types d'impressions qui me tentent plus que d'autres. Mais effectivement, je me bloque pas. Il y a tellement de multitudes de métiers possibles à la sortie que je me bloque pas. Et normalement, tu as encore combien d'années d'études? Il me reste 1 an et demi à peu près. Oui, en 1 an et demi, tu as le temps de réfléchir encore et de faire ton choix. Et alors, soyons concrets, est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que tu es presque sûr de trouver du travail après ou il y a quand même des difficultés à trouver un emploi après? Il me semble que le taux d'embauche à la sortie est de 90%. Depuis le 29 janvier, donc il y a 3 jours, il me semble, j'ai reçu 5 ou 6 offres d'emploi par mail. Ah, déjà, alors que tu n'as pas encore fini ta scolarité, tu as déjà 5 ou 6 offres d'emploi. En fait, elles ne sont pas seulement pour nous, mais disons qu'on a un professeur qui relaye toutes les offres pour les anciens et les nouveaux de l'école. Donc ça nous permet de voir à peu près s'il y a effectivement du travail dans le secteur. Et effectivement, on reçoit, il me semble que l'an dernier, sur l'ensemble de l'année, il y a eu 300 offres d'emploi, alors qu'on forme 60 ingénieurs par promo. Oui, donc là-dessus, l'avenir s'annonce assez radieux pour toi. A priori. Sébastien, pour les CEPAC, vous êtes plus spécialisé dans l'emballage, c'est ça? Disons qu'on est un petit peu plus généraliste. On travaille avec le papier et carton parce que c'est un des matériaux qui représente beaucoup d'emballages. Mais on travaille aussi sur les emballages plastiques, les emballages verts. Et les gens qui sortent de chez nous sont sur des métiers de conception. C'est-à-dire qu'ils sont à l'interface entre le marketing et le développement des produits et la partie industrialisation qui va être de pouvoir mettre tout ça en musique, avoir des emballages qui soient corrects, qui soient économiquement viables et qui soient aussi respectueux de l'environnement. Tout ça doit être bien défini avant de lancer des productions. Et les gens qui sortent de chez nous sont formés pour ça. Et c'est pareil, on trouve du boulot assez facilement en sortant de l'ESEPAC? Mais on trouve beaucoup de travail. Il y a un déficit relativement chronique depuis pratiquement une dizaine d'années où on se retrouve avec, alors il y a plusieurs écoles qui forment ce genre de métier, mais on se retrouve à peu près avec 400-450 offres sur l'année. Et derrière, les écoles forment à peu près 150 personnes. Alors une question pour vous deux, comment vous expliquez ce déficit d'image par rapport au métier du papier et du carton? C'est l'industrie. L'industrie, entre guillemets, a parfois mauvaise presse, mais on lui fait aussi mauvaise presse. C'est des métiers qui sont en mutation aussi, donc on a en tête, le grand public a en tête une industrie qui est désuète et poussiéreuse, bruyante, salissante et dangereuse. Et si on va maintenant dans une structure qui fait de la production, quel que soit le secteur d'activité, on se rend compte que les conditions de travail ont beaucoup évolué et on va dire que les niveaux et les compétences recherchées ont beaucoup évolué aussi, avec des perspectives d'évolution qui sont vraiment impressionnantes dans les structures. Moi, je pense qu'il a bien résumé la situation. Je pense aussi que c'est un secteur qui a une image très spécifique. Moi, j'avais une image de l'école où c'était quelque chose de très spécifique. Le papier carton, on a l'impression que c'est très réduit comme secteur. Et finalement, une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il y a effectivement une multitude d'ouvertures possibles derrière.
Voilà, il n'y a pas un métier type, il y a une multiplicité de métiers et d'activités différentes. On n'est pas toujours à faire exactement la même chose pour 40 ans. C'est ça, la plupart des gens évoluent énormément dans le métier. Je pense que la plupart changent aussi pas mal de métiers, changent au sein de l'entreprise. Au début, on arrive, on est à un certain poste, on a une évolution éventuelle en fonction des possibilités. Alors une question un peu spécifique, est-ce que vous pensez que l'innovation qu'est l'imprimante 3D peut révolutionner votre métier? Ça va révolutionner la façon de travailler, révolutionner le métier, c'est-à-dire devenir quelque chose qui va être aussi puissant qu'une industrie de production de masse. Je pense pas. On va faire des petites productions, des productions intermédiaires, il n'y a pas de problème. Ce qui ça a surtout apporté, c'est que les gens qui ont du mal à voir les choses en 3D, à se rendre compte de l'ergonomie d'une pièce qu'on veut créer, peuvent rapidement se dire, ben voilà, moi ça me convient, j'arrive à le prendre comme il faut, j'arrive à faire une bonne préhension, donc on peut lancer la production en série. Et alors qu'avant on travaillait sur plan, donc c'est l'approche projet qui a changé. Et du coup, est-ce que dans votre formation, vous proposez une initiation à l'imprimante 3D? Est-ce que c'est dans des idées de projet ou ce n'est pas encore initié? Ça fait partie chez nous du processus donc, de développement où on a la partie 3D étude sur un ordinateur, projection sur un écran et après l'étape suivante aujourd'hui, enfin qui est pratiquement indispensable, c'est le passage à la 3D avant de passer sur la production série. Donc on est tous équipés dans les centres maintenant de 2 ou 3 imprimantes, plus ou moins performantes suivant les besoins. Alors moi j'avais une question, c'était sur la féminisation du métier. On parlait des métiers de l'industrie, c'est vrai qu'on a l'image du métier d'industrie qui est un métier d'homme, on parlait salissant, et j'imagine que ça a bien changé depuis. Je vais donner mon point de vue. Je sais que dans ma promo, on est 50% de garçons, 50% de filles, donc effectivement il y en a... Je sais pas là, c'est la vraie parité. Voilà, c'était vraiment, on était 70, c'était 35-35, donc vraiment 50%. Et donc, je pense que effectivement, ça se développe de plus en plus. Enfin, il y a de plus de femmes dans ce genre d'industrie. Sans vouloir renchérir, nous, on est rentré dans un cycle, on va au-delà. On est à entre 60 et 65% de filles pour le reste de garçons. Donc maintenant, c'est des métiers qui intéressent un peu plus les filles que les garçons, quoi. Ah, carrément, ouais. Et vous expliquez pourquoi ou pas du tout? Alors disons qu'il y a déjà plus de filles qui font des études supérieures. Donc ça c'est un premier point. Donc je pense que la tendance elle est assez partagée. Et comme on est sur des métiers où il y a du design, il y a la créativité, elles sont beaucoup plus intéressées. Et je dirais qu'elles sont assez performantes, pour être tout à fait honnête. Donc c'est pour ça qu'elles réussissent très très bien. Alors, on parlait de l'emballage, il y a aussi toute la dynamique et la problématique des normes, j'imagine, qui évoluent tout le temps. Comment on fait pour s'adapter aux nouvelles normes, que ce soit écologique, durable, enfin des choses comme ça? Comment on fait pour tout le temps remettre en question sa production? Je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, donc je vais laisser Sébastien répondre. C'est gentil. Alors déjà, les normes, elles évoluent beaucoup et elles évoluent aussi secteur d'activité par secteur d'activité. Donc on peut se retrouver dans un secteur où elles évoluent peu et à ce moment-là, on est calé. Globalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire de la veille parce que les lois changent beaucoup, les seuils changent. Donc il faut être dans la veille. Donc il y a des structures qui sont organisées pour avoir ce genre de poste, d'autres où c'est réparti aux achats ou au développement ou à R&D. Et à ce moment-là, il faut vraiment travailler le sujet. Mais globalement, c'est quelque chose qui est assez évolutif. Alors au début, je pense que l'industrie le prenait comme une contrainte et c'était difficile à assimiler. Et aujourd'hui, c'est devenu un facteur de progrès aussi pour les entreprises. Donc c'est d'autant plus facile de l'accepter et puis de l'appliquer. On parlait des secteurs de recherche et développement. J'imagine que c'est un métier où l'activité recherche et développement est très très importante. Est-ce qu'on en parle déjà dès la formation de tout cet aspect recherche et développement? On en parle. J'ai un petit exemple. Nous, on a une école avec possibilité de faire de l'alternance. J'ai un de mes amis qui, par exemple, est dans son entreprise où il est alternant et dans le secteur recherche et développement, donc alors qu'il est encore dans l'école. C'est quelque chose dont on nous parle énormément. Il y a un laboratoire dans l'école de recherche, le LGP2, où ils travaillent sur de nouvelles méthodes d'impression, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec telle machine, et qui essayent d'innover régulièrement. Ouais, je dirais quelque part aujourd'hui, c'est la raison d'être de nos formations. Ils doivent assurer le service sur plein de choses. On va dire, il y a des choses courantes à faire, des choses qui sont assez classiques. Par contre, s'ils n'amènent pas ce petit plus de la R&D qui va faire demain, quelque part, nos formations n'ont pas de sens et nos jeunes ne trouvent pas leur place.
C'est-à-dire que vous partez déjà du principe que les produits que vous allez produire dans 5 ans n'existent pas obligatoirement maintenant et que le métier que vous allez effectuer dans 5 ou 10 ans n'existe pas encore obligatoirement maintenant. Alors, je dirais que globalement, le métier, on sait à peu près ce que c'est le développement, mais le contenu de cette fiche de poste-là, il va évoluer, oui, terriblement. Et il évolue déjà assez rapidement. Nous, on a vu des générations sortir il y a 10 ans. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se recycler et ils sont très heureux d'accueillir, on va dire, la nouvelle génération qui amène de nouvelles façons de travailler et qui amène de nouveaux outils, parce qu'il y a besoin de nouveaux outils dans les entreprises. Donc c'est un renouvellement en fait du contenu du poste par rapport à l'intitulé. Ouais, nous aussi on voit ça. De ce que nous disent les enseignants, le programme académique évolue aussi régulièrement. Par exemple, quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, c'est les cours d'électronique imprimée, les cours d'impression 3D, qui sont apparus il y a quelques années. Donc on voit même à l'école que les choses évoluent. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'avais juste une dernière question. Le profil des candidats que vous recherchez, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un profil type déjà et quel est-il? Alors chez nous, on va chercher des gens qui sont curieux, qui sont... Alors bosseurs, c'est pas très bien, mais qui vont pouvoir s'investir sur quelque chose quand ils sont intéressés. Mais la curiosité, le bon sens. L'ancien directeur, il parlait toujours du BSP, le bon sens paysan. Mais ça a l'air de rien, mais c'est super important dans l'industrie parce que c'est souvent dans les trucs les plus simples qu'on trouve les meilleures solutions. Ouais, des gens curieux, plutôt des profils scientifiques et techniques, mais on a aussi besoin de créatifs. Donc ça, c'est ce qu'on cible à les EPAC. Je pense que c'est à peu près pareil à Pagora, il y a de tous les profils. Il y a des gens créatifs, des gens qui travaillent parce qu'ils sortent de prépa, des gens qui viennent d'IUT, qui sont intéressés par le domaine. Donc il y a un peu de tous les profils aussi, je pense. Comme ça donne un bon message d'espoir. Il y a du boulot, tous les profils sont à la recherche, donc n'hésitez pas à contacter ces écoles et à prendre contact. Je vous remercie beaucoup. Merci. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.